de vassaliser l'Ukraine. D'abord, ça veut dire qu'une partie importante de l'Europe est à sa botte, qu'il va peut-être recommencer en Pologne ou dans les États baltes, parce qu'on sait bien que les accords signés avec Poutine ne valent rarement plus que le papier sur lequel ils sont écrits. Je vous rappelle que la plupart des traités entre la Russie et l'Ukraine ont été déchirés, qu'il y avait eu un accord, le mémorandum de Budapest en 1996, par lequel l'Ukraine abandonnait les armes nucléaires héritées de l'URSS en échange de garanties sur sa souveraineté et ses frontières, qui ont été piétinées. Donc Poutine, un accord avec lui n'aura pas forcément grand sens, et l'approche transactionnelle de Trump est probablement naïve. Est-ce que je peux insister quand même sur ce point est-ce que Poutine tient Trump? Vous vous souvenez forcément du film d'investigation formidable de Antoine Vidkin intitulé Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique. Il était venu sur ce plateau et il nous avait expliqué dans quelle mesure potentiellement les Russes et Poutine avaient des éléments compromettants sur Trump, lui mettant ainsi la pression. Regardez, on se souvient. Peut-être les Russes détiennent des choses qui pourraient être compromettantes, et donc peut-être que Trump ressent cette pression. Mais par ailleurs, les Russes ont également compris que Trump est quelqu'un qui fonctionne à l'intérêt, qui comprend qu'il peut avoir des intérêts convergents avec Poutine, notamment des intérêts idéologiques. Il est isolationniste, il veut se désengager des affaires du monde. Je crois que Trump et Poutine ont quelque chose en commun, c'est qu'ils n'aiment pas l'Europe. Ils veulent affaiblir l'Europe, ils veulent découpler l'Europe de l'Alliance Atlantique dans les deux cas. Trump est au minimum sous l'influence des réseaux russes, ce qui est assez inquiétant à la perspective de son retour au pouvoir. Peut-être les Russes détiennent des choses qui pourraient être compromettantes et Trump ressent cette pression. Vous ne retenez pas du tout cette possibilité ? Oui, il y a une possibilité qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de Trump comme un idiot utile, et c'est très bien chroniqué par un livre d'un très bon journaliste français, Régis Janté, sur Notre homme à Moscou. Que nous avons également reçu d'ailleurs. Trump dans la main des Russes. Pardon ? Que nous avons également reçu, qui était formidable, je le confirme. En effet. Et donc, il montre comment, effectivement, Trump a des connexions troubles, et on pourrait imaginer que ça veut dire que les Russes le tiennent. En contrepartie, toutefois, alors il y a la rumeur de vidéos porno de Trump avec des prostituées à Moscou. Premièrement, ça, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour intimider un homme comme Trump. Donc les Russes ne le tiennent pas forcément. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complaisant avec eux. En 40 ans de carrière, il n'a jamais eu une déclaration contraire aux intérêts de la Russie. Toutefois, quand il a été président, on ne peut pas non plus dire qu'il a été d'une complaisance infinie avec Moscou. Rappelons quand même, c'est ce que des Ukrainiens me disaient il y a quelques mois quand j'étais à Kiev, que s'ils ont tenu le choc en février 2022, c'était grâce à des armes fournies par Trump. Donc les Russes ne le tiennent pas, il est un peu imprévisible. Et ils ont été un peu déçus de ce premier mandat. Donc Trump écoute beaucoup ce que dit la Russie et croit qu'il faut passer un deal parce que finalement un régime autoritaire comme ça le fascine, parce que lui-même est autoritaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une marionnette des Russes. D'accord. Isabelle Saporta. Oui, Bourdillon, je voulais juste vous poser une question. C'est que, oui, vous avez raison, chez Poutine, il y a cette espèce de fantasme dans un retour de la Grande Russie, vous avez parfaitement raison. Mais en même temps, il y a quand même la réalité de la démographie russe. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette guerre leur a déjà coûté beaucoup d'hommes, que c'était un pays qui est en chute démographique, qu'ils ont déjà fait je ne sais combien d'appels à la population pour s'engager dans l'armée. Même si c'était son grand rêve, peut-il seulement démographiquement l'assumer ? Et deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas aussi, comme le rappelait tout à l'heure Guillaume Rocade, que malgré tout, ses objectifs sont les oblasts russophones ? Et au fond, est-ce qu'il a de grand intérêt, même stratégiquement, à s'étendre au-delà ? Et démographiquement, n'en parlons pas, puisque ce pays est déjà totalement vide. Alors, pour ce qui est de la démographie, l'indifférence de Poutine aux pertes montre que c'est pas à court terme un facteur qui le préoccupe beaucoup, ne serait-ce que s'il envahit l'Ukraine, peut-être que dans son esprit, il gagne, c'est 36 millions d'habitants, mais peut-être qu'il n'a pas pour objectif de tenir tout le territoire, mais il gagnerait plusieurs dizaines de millions de sujets supplémentaires. Voilà, donc ça, l'aspect démographique, ne joue pas dans son calcul à court terme. Pour ce qui est de ses objectifs, le Donbass,
Non, c'est une erreur de croire que le territoire lui suffit. Il veut beaucoup plus. Et tant qu'il ne sera pas défait militairement, il continuera, parce que ça fait partie de son ADN. Je rappelle juste que en juillet 2021, il avait écrit un texte dans lequel, que j'avais lu à l'époque, je m'étais dit, il annonce le plan d'invasion de l'Ukraine quasiment, où il disait, je suis convaincu que depuis toujours, Russes et Ukrainiens ne forment en fait qu'un seul peuple occupant le même espace spirituel et géographique. Donc, il ne s'arrêtera pas au Donbass. Il veut russifier la plus grande partie de l'Ukraine, et on le voit bien d'ailleurs, dans les territoires qu'il contrôle, il y a les gens qui y vivent sont soumis à des pressions phénoménales par les Russes, pour prendre la citoyenneté russe, et les gens qui ont pu s'opposer à ce calcul sont arrêtés et torturés. Yves Bourdillon, pardonnez-moi, on reste ensemble, mais je ne veux pas faire attendre plus longtemps notre équipe qui nous attend sur le terrain et en Ukraine. Et je m'excuse déjà auprès de Claire Cambier parce que je vous ai fait patienter avec Thibaut Bruck alors que vous êtes à Sloviansk. Je m'en excuse encore une fois. Vous nous expliquez comment les Ukrainiens, eux, reçoivent cette annonce d'une organisation en cours de rendez-vous Trump-Poutine. Honnêtement, les habitants que l'on croise ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Que Trump parvienne à arrêter la guerre, certainement, mais sous quelles conditions, c'est là la grande inconnue. Pour le moment, ils en ont bien conscience. Poutine n'accepte aucune concession. Ils nous le disent. Ce qu'ils souhaitent, c'est une reddition de l'Ukraine, qu'elle abandonne les 4 de ses oblasts. Vous en parliez en plateau, qu'elle renonce à adhérer à l'OTAN et qu'elle ait une armée réduite en nombre et en armement. Et ça, il s'y refuse. Zelensky en a d'ailleurs parlé ces derniers jours. Il y a énormément de soldats, d'habitants qui nous disent mais c'est bien la Russie l'agresseur, c'est elle qui nous a attaqués. Alors oui, pour faire la paix, mais une paix juste, et ils souhaitent notamment des garanties pour leur sécurité, éviter qu'une nouvelle guerre ne se déclenche à l'avenir. Est-ce que Trump pourra faire évoluer Poutine sur ces points? Eh bien, on le verra dans le futur. Les Ukrainiens, en tout cas, ont toujours espoir que les alliés ne les abandonnent pas du jour au lendemain. On l'a vu hier à la réunion à Ramstein, il y a l'Union européenne qui s'est dit prête à prendre la main sur l'aide à l'Ukraine si les États-Unis se retiraient. Puis il y a toujours cette question d'envoyer des troupes européennes pour faire tampon entre les territoires actuellement occupés et la zone libre. On en a discuté un petit peu avec des soldats, ce qu'ils nous disaient non sans humour, c'est mais pourquoi elles ne viennent pas maintenant? Ça serait beaucoup plus efficace. Merci beaucoup Claire Cambier, merci également à Thibaut Bruck, à Sloviansk pour nous ce matin. Merci beaucoup. Oui, Guillaume Roquette, vous aviez encore une question pour Yves Bourdillon. Oui, je voulais vous poser une question sur le rôle que jouent les sanctions occidentales dans une éventuelle discussion. Est-ce que effectivement la Russie est très affaiblie par ces sanctions et que ça peut inciter Poutine à bouger? Et est-ce que ça peut être un élément dans la main de Trump de dire si vous acceptez de vous montrer coopératif, on lève ou en tout cas on diminue les sanctions? Alors, vous avez raison d'évoquer les sanctions comme éventuellement un levier de négociation. Cela dit, Poutine est plutôt indifférent aux questions économiques par rapport à ses priorités qui sont militaires et géopolitiques. Mais c'est vrai que l'économie russe est dans un état assez catastrophique, apparemment, malgré les chiffres où on parle de la croissance du PIB, mais c'est parce que toute l'activité économique est consacrée à l'armement. Mais en fait, les industriels russes souffrent énormément. Les taux d'intérêt sont actuellement de 23%. Vous ne pouvez pas investir avec des emprunts aussi chers. Donc l'économie russe est à 2 doigts de l'effondrement total d'ici 1 an. Cela dit, on a cru au début que les sanctions feraient bouger la Russie. Il y avait même des ministres français qui disaient que ça mettrait l'économie russe à genoux. Et ça ne s'est pas passé pour une raison simple, c'est que c'est un pays qui a une résilience assez prodigieuse. C'est-à-dire que même s'ils souffrent, ils serrent les dents et ils peuvent continuer. Donc là, on a l'impression qu'il y a des choses sur le plan, à la fois le rouble est au plus bas depuis des années, les taux d'intérêt très élevés, l'activité économique très affectée dans de nombreux secteurs. Et si ça se trouve, ils vont quand même tenir encore des mois, voire
2 ans, et d'ici là, espérer gagner. Pardon, Donc, question bonus. Que Poutine ne cède pas là-dessus. Et question bonus, Yves Bourdillon, comment on existe, nous, au milieu de tout ça ? Parce que c'est les réunions qui se passent entre eux. Enfin, entre eux, pas tout à fait, parce que la dernière rencontre au sommet dans ce conflit, c'est Emmanuel Macron avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mais bref, hier, Emmanuel Macron, il est avec Keir Starmer en Grande-Bretagne, et ils disent « il faut soutenir l'Ukraine ». Mais derrière, comment on existe dans la suite de ces discussions ? Et Jean-Noël Barrot, d'ailleurs, je fais la promo pour l'antenne, c'est l'invité de Margot Haddad à 20h sur LCI. Il fait comment pour exister, pour faire entendre la France, la voix de la France aujourd'hui dans tout ça ? C'est très difficile parce que en situation de guerre, c'est les armes qui déterminent tout. Or, actuellement, qui fournit l'essentiel de l'armement à l'Ukraine et qui a moyen, en réduisant cela, d'amener l'Ukraine à des concessions majeures ? Et qui peut faire peur à la Russie? C'est les États-Unis, c'est tout. Hier, Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, disait « si les États-Unis arrêtent, nous on prendra le relais ». Mais c'est une illusion parce que la base industrielle européenne, quoique puissante dans certains secteurs, et il faut reconnaître aussi que l'Ukraine commence à se doter de capacités de construction de drones majeures, mais n'est pas à la hauteur pour fournir ce qu'il faut. Donc nous, on existe difficilement, il faut l'admettre. Parce que d'abord l'Europe a un peu de mal à parler d'une seule voix. Depuis le début, il y a quand même des pays qui sont des soutiens clés de l'Ukraine, à savoir la Pologne, les États baltes, plus en dehors de l'Union européenne, le Royaume-Uni. Et puis il y a un pays, l'Allemagne, qui est très réticent, qui a peur de franchir toutes les lignes rouges. La France, qui était plus proche de l'Allemagne au début, mais plus ferme depuis quelques mois, entre les deux en quelque sorte. Donc l'Europe ne pèse pas dans l'industrie militaire suffisamment et peine à avoir une position commune. Et de toute façon, il y a une tradition en Russie que et aux États-Unis, pour des questions majeures, il n'y a que eux qui comptent. On reste ensemble, mais restons sur ce point si vous le voulez bien. Nous, on va faire comment pour exister une fois que tout ça sera lancé? Visiblement, ça l'est déjà. Moi, je trouve que vous avez très bien rappelé le débat, Amélie, et là où les choses sont tout à fait justement et dites, c'est que l'Allemagne, depuis déjà quelques mois maintenant, a décidé qu'elle allait réduire ses financements à l'Ukraine. Elle est tenue aujourd'hui presque économiquement, en fait. Elle a besoin de récupérer le gaz russe. Elle voit bien que comme elle est dans l'ornière avec la question du nucléaire dont Angela Merkel est sortie, elle est tenue économiquement, elle est tenue aussi avec politiquement, puisque l'AfD monte et l'AfD a toujours été russophone et on se rend compte que de plus en plus russophile, pas russophone, tu as raison, excuse-moi, russophile, et on se rend compte qu'une partie de plus en plus importante des Allemands sont au fond, dans une volonté de l'arrêt de ce conflit. Or, sans l'Allemagne, enfin sans couple franco-allemand, je ne vois pas comment on fait entendre notre voix. Par ailleurs, comme le rappelait tout à l'heure Guillaume, la France est totalement affaiblie. Donc, oui, vous avez raison, je comprends que pour le ministre Barrot, ce soit très compliqué, ce sera très intéressant de l'entendre ce soir. Mais comment se fait-on entendre dans un pays qui n'arrive pas à adopter son propre budget et